Lors de la conspiration de Georges, quand on arrêta Moreau, Fouché n'était plus au ministère de la police. Elle cherchait fort à se faire regretter. Quelle gaucherie, disait-il. Ils ont arrêté Moreau quand il revenait de la campagne à Paris, ce qui pouvait montrer en lui une innocente confiance. C'est quand il se rendait à Grosbois, au contraire, qu'il fallait le saisir, car il devenait évident alors qu'il fuyait. On connaît de lui les mots qu'il a dit ou qu'on lui a prêté sur l'affaire du duc d'Anguillon. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Paraîtrait peignant plus le caractère d'un homme qui dévolu entière. L'empereur connaissait bien Fouché et non a jamais été la dupe. On l'a beaucoup blâmé des sans être servi en 1815 où en effet Fouché l'a indignement trahi. Napoléon n'ignorait pas ses dispositions, mais il savait aussi que le danger reposait plus sur les événements que sur la personne. Si j'eusse été victorieux, disait-il, Fouché était fidèle. Il est vrai qu'il se donnait des grands soins peut être prêt selon toutes les chances et me faisait vaincre. L'empereur du reste eut connaissance de ses menées, et l'on va voir qu'il les ménageait peu. Après la retour de l'empereur en 1815, un des premiers banquiers de Paris se présente à l'Élysée pour le prévenir que peu de jours auparavant, quelqu'un arrivant de Vienne s'était présenté chez lui avec des lettres de crédit et s'était informé des moyens d'arriver à Fouché. Soit réflexion, soit pressentiment, ce banquier conçut quelques doutes sur cet individu et vint le communiquer personnellement à l'empereur qui fut frappé, que Fouché lui en eût fait mystère. Un peu de réal trouvait l'homme en question, il le conduisait aussitôt à l'Élysée, où il fut enfermé dans un cabinet. L'empereur le fit amener au jardin. Me connaissez-vous, dit-il à cet homme. Ce début, les idées qu'inspirait la présence de l'empereur ébranleront fortement l'étranger. Je sais toutes vos menées, continua Napoléon avec sévérité, si vous le confessez. À l'instant, j'ai pu vous faire grâce, sinon vous ne sortez de ce jardin qui peut être fusillé. Je vais te dire, je suis envoyé ici par Monsieur de Metternich au duc de Trente pour lui proposer de faire partir un émissaire pour Bâle. Il y rencontrera celui que Monsieur de Metternich y a envoyé de Vienne. Ils doivent avoir des signes de reconnaissance. Et les voici, dit-il, en délivrant quelques papiers. Avez-vous rempli votre mission auprès de Fouché? Oui. A-t-il envoyé son émissaire? Je n'en sais rien. L'homme fut remis sous la clé, fait une heure après quelqu'un de confiance. L'auditeur F était en route pour Bâle. Il s'aboucha avec l'émissaire autrichien et eux-mêmes avec lui jusqu'à 4 conférences. Cependant, Fouché, inquiet de la disparition de son vieux noir, se présente un soir chez l'empereur affecté une gaieté, une aisance au travers de laquelle s'est réfugié un extrême embarras. Plusieurs classes se trouvaient dans l'appartement où nous promenions, disait l'empereur. Je me plaisais à l'étudier, à la dérober. Sa figure était hideuse. Il ne savait guère comment entamer ce qui l'intéressait si fort. Sire, dit-il enfin, il y a 4 ou 5 jours qu'il m'est arrivé une circonstance dont
Je crains de n'avoir pas fait part à votre majesté, mais j'ai tant à faire. Je suis entouré de tant de rapports, de tant d'intrigues. Il m'est venu un homme de Vienne avec des propositions si ridicules, et cet homme, je ne le retrouve plus. Monsieur Fouché lui dit alors l'empereur, il pourrait être funeste pourvu que vous me prisiez peu un sou. Je tiens votre homme et toute son intrigue depuis plusieurs jours. Avez-vous envoyé à Bâle? Non, sire. Ce sera heureux pour vous. Si on était autrement, et j'en aurais la preuve, vous péririez. Les événements ont montré que ce n'était que justice. Toutefois, ici, il paraît que Fouché n'y avait pas envoyé aussi l'affaire en demeura là. 13. L'empereur a déjeuné au jardin et nous y a dû fait appeler. Il a résumé le papier que nous avons parcouru le matin et s'est étendu sur la haute politique. Voici ce que j'en ai retenu des plus saillants. Paris, au 13 Vendémiaire, était tout à fait dégoûté de son gouvernement, disait l'empereur, mais la totalité des armes, la grande majorité des départements, la petite bourgeoisie, les paysans, lui, demeurions attachés. Aussi la révolution triompha-t-elle de cette grande attaque de la contre-révolution, bien qu'il n'y eût encore que 4 ou 5 ans, que les nouveaux principes ont été proclamés en sortie de celles les plus effroyables et les plus calamiteuses. On cherchait un meilleur avenir. Mais quelle différence aujourd'hui! Un soldat dans la longueur de la journée, dans l'ennui de ses casernes, a besoin de parler de guerre. Il ne peut parler de Fontenay, ni de Prague. Qu'il ne connaît pas, il faudra qu'il parle des victoires de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de celui qui les a gagnés. De moi, enfin, qui remplit toutes les bouches et suit dans toutes les imaginations. Une telle situation est sans exemple dans l'histoire, de quelque côté qu'on la considère. On ne voit que malheur. Que résultera-t-il de tout cela? Deux peuples sur une même sol, acharnés et réconciliables, que se chamailleront sans relâche et s'extermineront peut-être. Bientôt la même fureur gagnera toute l'Europe. L'Europe ne formera bientôt plus que du parti ennemi. On ne s'y divisera plus par peuple et par territoire, mais par couleur et par opinion. Et qui peut dire les crises, la durée, les détails des tentes orages, car l'issue non serait être tout ça. Les lumières et les siècles ne retraiteront pas. Quel malheur! Qui m'achute! Je vais renfermer l'autre devant. Les baïonnettes l'ont déchiré. Je pouvais marcher paisiblement à la régénération universelle. Elle ne s'écoutera désormais qu'au travers des tempêtes. Je m'amalgamais peut-être extirpera-t-on. Arrivée du gouverneur. 14. Le temps était revenu à la pluie. Depuis du jour, il était détestable. Des bâtiments étaient en vue. Les signaux ont appris qu'ils portaient le nouveau gouverneur, Sir Hudson. L'empereur à dîner était silencieux et triste. Il n'était pas bien. Il s'est retiré de forte bonne heure. 15. Progrès de l'empereur dans son anglais. 15. Sur le midi, j'ai reçu 4 lettres d'Europe qui m'ont donné tout le bonheur dont je pouvais jouir ici. J'ai vu l'empereur à 5 heures dans le jardin et profité d'un intervalle de beau temps. La pluie avait été battante toute la journée. Je lui ai fait part de mes lettres. Chacun de nous en avait reçu. Elles nous arriveront ouvertes,
partons point de nouvelles, mais nous montrions que nous avions des amis. Et c'est sur une roc qu'il est dû d'en être assuré. Pendant le dîner, il nous fait en anglais un récit de papier français contenant, disait-il, la destinée de Monsieur Lapérouse, les lieux où il avait fait naufrage des divers événements, sa mort et son journal. L'étude composait les détails curieux, piquants, romanesques qui nous attachions extrêmement. L'empereur en a joui et ses bizarreries, car son récit n'était qu'une fable improvisée, peut nous montrer ses progrès en anglais, disait-il. Première visite du gouverneur, déclaration exigée de nous. 16. Le nouveau gouverneur est arrivé sur les 10 heures, malgré le mauvais temps et la pluie qui continuait encore. Il était accompagné de l'admiral chargé de le présenter et qui lui avait dit, sans doute, que c'était l'heure la plus convenable. L'empereur ne l'a point reçu, il était malade. Et se fut-il bien porté, il ne l'eût pas reçu davantage. Le gouverneur, en arrivant de la sorte, manquait la forme de la bienséance la plus commune. Il nous faisait de deviner que c'était une espièglerie de l'admiral, le gouverneur, qui n'avait peut-être pas l'intention de se rendre aucunement désagréable, apparut fort déconcerté. Nous en rions sous cap pour l'admiral. Il en était triomphant. Le gouverneur, après avoir hésité longtemps, et donné des marques évidentes de mauvaise humeur, nous a quittés assez brusquement. Nous n'avons pas douté que toute l'ordonnance de cette première entrevue avait été conduite par l'admiral dans l'intention secrète de nous indisposer dès les premiers moments les uns contre les autres. Les gouverneurs s'y seraient-ils prêtés? N'aurait-il eu aucun soupçon? C'est ce que le temps nous apprendra. Sur les 5h30, l'empereur m'a fait appeler dans le jardin. Il était seul. Il m'a dit qu'il se présentait une nouvelle circonstance personnelle à chacun de nous. On allait exiger notre déclaration individuelle d'unir notre destinée à la sienne. Aussi, nous le préférions. On devait nous sortir de Sainte-Hélène et nous rendre à la liberté. Nous ne devinions pas le motif de cette mesure. Était-ce de la part du ministère anglais? Peut se ménager de pièces régulières, mais nous n'étions partis de Plymouth pour Sainte-Hélène qu'avec cette condition préalable. Était-ce pour isoler l'empereur? Mais devait-on croire que nous l'abandonnerions? Il me demanda quelle serait ma détermination à cet égard. Je répondis qu'elle ne pouvait être douteuse. Qui si je vais pu éprouver quelque déchirement, c'était au moment de ma première détermination qu'à compter de cet instant, mon sort s'était trouvé irrévocablement fixé. Qu'alors, je vais suivre la gloire et mon honneur, que depuis chaque jour davantage je suivais mes affections et mes sentiments. La voix de l'empereur devint plus douce. Ce feront là ses remerciements. Je les connaissais désormais. Ils étaient en grande. J'ajoutai que d'ailleurs ma détermination aurait peu de mérite et elle ne changerait, disais-je, rien à notre situation. Nous demeurions le lendemain de cette signature. Ce que nous étions la veille. Notre destinée ne dépendait point du calcul des hommes, mais de la force des choses. Il serait peu sage à nous de compliquer nos peines
Par des prévoyances et des combinaisons hors des facultés humaines, nous devions nous abandonner avec tranquillité au cœur mystérieux des événements, trouver quelque jouissance dans l'excès de nos mots, et nous nourrissons de cette satisfaction intérieure récompense précieuse qu'il était hors du pouvoir des hommes de balancer ni de détruire.